Bonjour. Moi, je vais vous montrer peu d'images de projet. J'avais plutôt envie de revenir en arrière et d'essayer de proposer quelques remarques sur les outils et sur les outils et le rapport que ces outils peuvent avoir avec notre travail. Donc, je vais commencer par des outils qui sont un peu antérieurs au BIM. Mais je pense que c'est bien justement de revenir un petit peu, de sortir de l'actualité chaude pour juste se reposer 30 secondes la question de ce que c'est qu'un outil. Et pourquoi pas commencer par les premiers, en se rappelant que les spécialistes de la préhistoire regardent l'apparition des outils, ils montrent comment les outils émergent, et suivant l'expression de Leroy-Gourhan, l'auteur dont la couverture du livre est sur la dia, il a une expression assez frappante. Il dit que les outils apparaissent comme s'ils avaient été sécrétés directement par les cerveaux et les corps des hominidés au moment où on passe, dans notre histoire très ancienne, de la marche à quatre pattes, on se redresse, on libère les deux membres avant qui sont plus pris par la locomotion, on libère également la bouche qui est plus prise, enfin, la gueule qui devient la bouche, qui est plus prise par le port et le transport pour la parole, d'où le titre du livre. Et donc, ces outils, tous les outils, sont dans le fond une extension du corps. C'est ça, c'est une extension de nos capacités. Et c'est bien qu'on se rappelle de ça, et que donc on se demande, avec les outils, si maintenant on passe un petit peu plus vite, aux outils d'aujourd'hui, ou presque, ça renvoie effectivement à une autre image ou citation assez connue, celle-là de Steve Jobs dans les tout débuts des années 80, quand on lui demande c'est quoi l'ordinateur, etc. Il dit qu'est-ce que vous avez voulu faire? C'est pas encore un objet qui est du tout répandu dans la vie courante. Et il explique qu'il est tombé sur cette image qui montre la quantité d'énergie que dépensent un certain nombre d'êtres vivants pour se déplacer. Donc je ne sais plus comment sont les axes, mais il y a une masse en bas, et puis verticalement, il y a de l'énergie par kilogramme déplacé. Et il montre que l'être humain, il n'est pas très bien, il est par ici, quoi. Il est quelque part entre les moutons et les vaches, donc c'est pas vraiment très glorieux. Il en est un peu vexé. Et il dit, mais il y a quand même quelqu'un qui s'est posé la question de ce que c'est qu'un être humain sur un vélo, et il est là-bas en bas. Et lui, l'être humain sur le vélo, il est carrément beaucoup plus efficace que toutes les en termes de rapport énergie physique à dépenser pour se déplacer. Il est beaucoup plus efficace que n'importe quelle autre espèce humaine. Et donc, ce que dit Jobs, c'est que dans le fond, moi, ce que j'ai voulu faire une bicyclette pour l'esprit. J'ai voulu faire une bicyclette, quelque chose qui va nous aider à aller plus loin, avec moins d'énergie. Alors, donc ça, c'est très très bien. C'est un peu les bénéfices de l'outil qu'on cherche. Mais si on s'intéresse à ce que sont les risques et les bénéfices de ces outils, il faut qu'on soit un peu objectif et qu'on s'interroge aussi sur les perspectives que permettent ces outils, et aussi perspectives positives et aussi perspectives négatives qui nous demandent de rester critiques. Donc on a certainement une ligne à trouver. Le silex, il a certainement changé le point de vue de l'humain quand il se trouvait confronté, je ne sais pas, à un ours des cavernes ou quelque chose comme ça. C'est sûrement beaucoup plus confortable d'avoir un épieu avec un silex. Ça a sans doute permis aussi de démarrer, d'être plus efficace aussi quand on rencontrait une tribu rivale. Donc on peut imaginer que ce soit un peu la même chose avec l'informatique. Et d'ailleurs,
en regardant ça, en me posant un peu toutes ces questions. Donc, la taylorisation du travail administratif, qui est un peu, comment dire, symbolisée par cette image des cubicles et qui est, ou je sais pas, ou des convenus d'aujourd'hui qu'on sent ou qu'on pressent autour de la gig economy, doit nous faire, qui est très lié au numérique, doit nous faire penser à ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas forcément congruence entre créativité et numérique. Ici, Woody Allen, le metteur en scène, déclare à je ne sais plus quel journaliste qu'il n'a jamais eu d'ordinateur ou de téléphone portable de sa vie et qu'il s'en porte justement très bien et que ça ne l'empêche pas visiblement de faire des films qui sont quand même intéressants. Parallèlement à tout ça, on est soumis à une certaine, comment dire, injonction un peu forte, c'est ce dont parlait Anouk, donc de s'équiper, de fonctionner. Il y a donc aussi une dimension commerciale importante. C'est un marché et donc avec un coût. Et peut-être aussi, pour rebondir sur ou prolonger ce que disait Anouk, mon parcours personnel m'a emmené de RFR, donc d'un bureau d'études qui était un peu comment dire, particulier dans le paysage de l'ingénierie en France, qui a été racheté par une très grosse ingénierie. Et donc, ce qui fait que certains d'entre nous n'avaient pas tellement envie de rester dans ces conditions-là. Et une des premières choses, effectivement, qui était mise en place était justement le recours un peu systématique au BIM. Pas du tout sur des arguments, disons, de contenu ou d'ergonomie ou de meilleur fonctionnement, mais sur des arguments purement commerciaux. C'était une façon de gagner des parts de marché, voilà, d'augmenter le revenu de l'entreprise. Donc on se rend bien compte qu'il y a cette dimension-là aussi. Et je ne peux pas m'empêcher de mettre ça aussi, qui est un petit peu par rapport à ses risques et ses bénéfices, de montrer qu'aussi, il peut y avoir une certaine bon, je ne vous le traduis pas, je pense que bon, tout le monde comprend, une certaine absurdité. Il y a une dimension peut-être un peu kafkaïenne, parfois, aux possibilités qu'offrent tous ces outils. À nouveau, quelque chose dont on doit se garder. Mais évidemment, donc là, je suis en train de peindre un tableau pas très flatteur de la situation. Vous vous rendez bien compte que c'est comme dans tout genre d'histoire, il y a thèse, antithèse et synthèse. Donc maintenant, on peut un peu regarder qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Pourquoi, finalement, c'est quand même très, très intéressant, ce foisonnement numérique dont parlait Nicolas tout à l'heure et Anouk après lui. Alors, peut-être la chose qu'il faut dire, et je pense que c'est pour ça qu'il faut peut-être la mettre avant les outils pour comprendre pourquoi les outils peuvent nous aider, c'est que la question de la conception architecturale, la conception des bâtiments, mais aussi la conception des infrastructures, des aménagements urbains, toutes ces choses-là, en fait, moi qui peut-être est... je ne sais pas si je suis le plus âgé ici, mais en tout cas, bon, je commence à me sentir un peu avec le syndrome de la carte senior. Et donc, tous ces métiers, je pense qu'en 30 ans de pratique, je les ai vus se complexifier de façon vraiment énorme. Et donc, la conception architecturale d'aujourd'hui, ce n'est pas celle d'il y a 30 ans. Et donc, on est confronté à une complexité, une augmentation de la complexité des tâches auxquelles nous sommes confrontés. Et du coup, il me semble que ce qui devient important, c'est effectivement de trouver des outils et des moyens de s'en servir qui vont nous permettre de traiter, gérer, maîtriser la complexité de ces tâches. Et je pense que ça se passe, en tout cas pour le faire très simplement, peut-être de façon un peu primitive, hein, mais en tout cas je voudrais proposer qu'il y a trois couches de complexité qu'on pourrait imaginer de traiter à travers ces outils. La première, elle relève de la procédure en quelque sorte. C'est ce que on peut appeler la culture du listing ou une culture procédurale, qui serait une façon de gérer les informations, la façon dont on échange les informations entre nous.
La seconde, ce serait plutôt la culture de la donnée, et ce serait une question de la culture de la modélisation, en quelque sorte. C'est-à-dire comment est-ce qu'on enrichit la forme, ou disons la proposition architecturale, ou la proposition de projet, comment est-ce qu'on l'enrichit en mettant des couches de données dessus. Et puis, celle qu'il ne faut pas oublier, parce que quand même, à la fin, et c'est Anouk l'a bien montré, le cœur de la question architecturale, qu'on le veuille ou non, c'est la forme. Et donc, il y a la question de la culture de la forme, la plasticité, enfin voilà, on peut chercher des mots qui l'expriment mieux. Et donc ça, c'est un peu la troisième couche. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais en tout cas, je vois ces trois-là comme étant vraiment, vraiment significatifs. Alors, pour la culture de la complexité, je voulais juste comparer à gauche le petit organigramme d'une équipe bien organisée, pyramidée, avec l'architecte, ses bureaux d'études, les services. Il me reste combien de temps? 0? D'accord, bon, ok. Je suis en temps négatif, c'est ça? Bon, ok, alors merci. Bon, très vite. Donc voilà, vous avez compris, c'est pas les mêmes organisations. On a besoin donc d'organiser, de codifier les étapes d'un travail multidisciplinaire. On a besoin de mettre en cohérence l'information. Et donc, ce sont ces choses-là. C'est pas la peine de chercher à lire les trucs, c'est vraiment des trucs que j'ai piqués sur Internet, plus parce que c'est une représentation graphique de ce que je pensais que des choses réelles. Donc, c'est pas la peine. Il n'y a pas de message caché. La deuxième chose, c'est, il me semble, alors là, c'est peut-être plus l'ingénieur qui parle, mais quand même, c'est que tous ces outils, donc ici, je pense que vous reconnaissez peut-être pas, mais c'est la maquette analogique, physique, mécanique de la couverture du stade olympique de Munich, donc il y a une quarantaine d'années. Et donc tout ça maintenant, on le fait à travers les maquettes numériques, sauf qu'on ne ferait plus jamais ça, et on fait des choses beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche, même si ça c'était absolument magnifique et génial pour l'époque, évidemment. Et donc, il y a toute cette couche de simulation thermique, mécanique des solides, mécanique des fluides, etc., j'en passe des meilleurs, et avec, et c'est aussi ce dont parlait Anouk, je pense, une capacité qui change complètement ce qu'on faisait auparavant, c'est-à-dire qu'on avait un projet et on en vérifiait le comportement, on le calculait, on le dimensionnait. Là, il y a une dimension expérimentale. C'est-à-dire de la même façon que Anouk teste des formes en se disant tiens, ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est comme un outil, c'est une boîte expérimentale. Donc ça, c'est la deuxième dimension de ces outils numériques très importante. Et la troisième, c'est évidemment la forme. Donc là, j'ai une image, j'ai un petit zoom sur une toute petite image abstraite du projet de Bordeaux. La forme, mais aussi, derrière la forme, toute la question de la rationalisation constructive. Et là, j'ai trouvé une image qui montre un endroit où les choses sont vraiment tordues. Et autour de... J'espère que Anouk ne m'en voudra pas de qualifier son projet de vraiment tordu, mais où du coup... Il y a tout un travail qui suit le travail sur la forme proprement dit, qui, en ajustant très légèrement de nombreux paramètres sur le découpage de la forme, sur la position et la nature des courbures, qui permet de passer de quelque chose qui est très difficile à construire à quelque chose qui est simplement moyennement difficile à construire et constructible. Ma dernière dia, j'ai vraiment fini. Ce qui manque encore, c'est ce que je me suis mis dans mes notes. Donc, il me semble, les outils d'esquisse, l'équivalent du fusain informatique, le flou du projet, qui, je pense, alimente une certaine forme de culture architecturale à l'origine, et puis des outils d'aide à la mesure de la performance dès l'origine du projet. Donc comprendre comment fonctionne un projet, comment va se comporter un projet très tôt, ça peut aider à faire des choix. Là, ce matin, j'étais sur le campus Descartes là, à Efficacity, et donc pour une réunion de travail, sur un logiciel où, pour faire simple et faire peur peut-être aussi, ou en tout cas, là aussi, il faut qu'on s'interroge,
en remplissant en quelque sorte une sorte de grille, en cochant des cases et en montant des paramètres, en un quart d'heure, on génère un îlot et tous les logements qui sont dans cet îlot. Et on a le modèle BIM qui est fait à partir de ça. Après, je ne suis pas sûr que ce soit de l'architecture. Mais en tout cas, il y a et surtout, on est capable de comprendre quelles vont être les performances thermiques, confort d'été, thermique, confort d'hiver et éclairement naturel de chacun des logements et de chacune des pièces des logements à travers ça. Donc on sent une puissance fabuleuse. Il faut juste qu'elle soit mise au service de l'architecture, de la qualité de la vie et de la qualité de l'environnement. Et pour ça, et là je rejoins aussi tout à fait ce que disait Anouk tout à l'heure, c'est vraiment important que les architectes s'emparent de la culture numérique, que les architectes codent, que ce ne soit pas un domaine réservé à l'ingénierie ou aux éditeurs de logiciels. Voilà, j'ai fini et je suis désolé d'avoir dépassé. Merci beaucoup Jean-François.